Je suis Guillaume Ancel. Je suis un ancien lieutenant-colonel de l'armée française. Je suis un vétéran de l'opération Turquoise. L'année dernière, ici, j'ai entendu une jeune femme de la génération des enfants des rescapés nous dire qu'elle avait besoin de connaître la vérité. Alors je vais vous raconter un morceau de réalité, celui d'un officier français qui a été engagé lors du dernier génocide du XXe siècle. Le seul génocide que nous aurions pu empêcher. Pardonnez-moi de ne pas remonter assez loin, je vais simplement commencer en 1990. Pour vous raconter l'histoire d'un déni. Car ce dont je vais vous parler maintenant, c'est le rôle de la France dans le génocide des Tutsis. Or, je ne devrais pas dire la France, je devrais dire une poignée de décideurs français qui nous ont menti parce qu'ils se sont trompés et qu'ils n'arrivent pas à le reconnaître. Cette histoire commence au moins en 1990. La France s'est engagée, sans le dire, dans une guerre au Rwanda. Bon, elle ne l'a dit à personne. Elle n'aurait même pas su comment l'expliquer. Et à partir de 1990, les soldats français se battent à côté des soldats du gouvernement Habyarimana. Dans un engagement qui n'a jamais été débattu en France, jamais expliqué, jamais soutenu. Et il faut y voir toute l'arrogance des Français, à penser que nous arriverions à contrôler ces extrémistes hutus, alors qu'ils n'ont jamais cessé de nous manipuler. Oh, nous les avons entendus nous dire quelles étaient leurs réelles intentions, liquider les Tutsis. Ils nous ont même parlé de solution finale. Alors nous avons détourné le regard. Et nous ne nous sommes pas contentés de former leur armée, nous ne nous sommes pas contentés de leur livrer massivement des armes. Nous nous sommes battus à leur côté contre les soldats du FPR que nous avons fini nous-mêmes par assimiler aux Tutsis. Et nous sommes rentrés dans leur idéologie. Cela a duré plusieurs années. En 1993, les camarades du 68e régiment d'artillerie d'Afrique ont stoppé la dernière offensive du FPR. De justesse, ils me l'ont raconté. Ils ont failli être détruits par cette armée qui est une vraie armée, une armée de soldats bien commandée, bien organisée. Et c'est de justesse qu'ils ont réussi à les stopper. Ils ont fait des centaines de morts. Alors le président Habyarimana, sans doute contraint par cette réussite du dernier moment, finit par accepter les accords d'Arusha. Il finit par accepter de partager enfin le pouvoir avec le FPR. Aujourd'hui, je frémis quand j'entends ces mêmes responsables français nous raconter que c'est grâce à eux. Non, pas grâce à eux. C'est grâce à la communauté internationale. Eux, à l'Élysée, ils parlent encore du combat contre les Khmers noirs. Il y a même un membre du cabinet de l'Élysée, un proche conseiller de François Mitterrand, qui écrit « Arusha, c'est Munich ». Alors comment ose-t-il nous dire aujourd'hui que ce sont eux qui ont défendu les accords de paix ? 6 avril 1994. Le président Habyarimana vient de fixer concrètement en Tanzanie le partage du gouvernement avec l'opposition du FPR. Son avion rentre sur Kigali.
Il est abattu par 2 missiles SAM-16. Il aura fallu attendre 18 ans pour que, enfin, la justice française demande une expertise technique, balistique, et nous permette de connaître tout simplement la trajectoire de ces missiles. Pardonnez-moi de cet incartade technique, mais il se trouve qu'à l'origine, j'étais missilier. Ces missiles ont été tirés par 3 quarts avant contre l'avion du président. 3 quarts avant, cela veut dire qu'ils viennent du camp militaire de Kanombe, le camp des unités d'élite de l'armée rwandaise, qu'entraînait d'ailleurs encore la France, le camp qu'avait dirigé le colonel Bagosora, un des cerveaux du génocide. Alors, est-ce qu'il faut avoir fait Saint-Cyr pour comprendre qui a décidé d'assassiner le président Habyarimana? Nous l'avons su 18 ans après. Nos responsables politiques français l'ont su dans les semaines qui ont suivi. Parce que la DGSE, notre service officiel de renseignement extérieur, leur a dit dès le départ. Je pense même qu'ils avaient un observateur sur le camp de Kanombe. Ils ont dit aux responsables français, ce sont les extrémistes Hutus qui ont organisé l'assassinat du président Habyarimana. Ils n'ont pas provoqué le génocide. Ils se sont emparés du pouvoir pour pouvoir conduire un génocide qui était préparé depuis des années, qui était financé depuis des années, au nez et à la barre des Français. Mais nous ne pouvions pas le voir. « 7 avril 1994, les extrémistes Hutus assassinent tous ceux qui pourraient s'opposer à leur prise du pouvoir, en particulier la première ministre, Agathe. Et ils massacrent au passage mes 10 camarades belges qui essayent de la défendre. 7 avril 1994, le conseiller Afrique du président de la République, François de Grossouvre, se suicide à l'Élysée. 8 avril 1994, les extrémistes Hutus forment un gouvernement intérimaire dans les locaux de l'ambassade de France. Et ce gouvernement va mener le génocide comme une entreprise implacable, dans une organisation machiavélique et sophistiquée, sans jamais perdre le soutien de la France. Pendant 100 jours, ils vont massacrer 10 000 personnes par jour, 15 fois au Radour-sur-Glane pendant 3 mois et 10 jours. Et pourtant, ils ne perdront jamais le soutien de l'État français. Non. Leurs délégués seront reçus à l'Élysée en avril. Ils vont recevoir des armes sans doute jusque après le génocide. Et vous pouvez regarder, encore aujourd'hui, officiellement, l'État français n'a jamais condamné publiquement ce gouvernement génocidaire. 22 juin 1994. N'oublions pas une partie de l'histoire, car ces mêmes responsables ne nous racontent que leur simulacre de discussion à l'ONU. Ils oublient de nous dire que le 22 juin, c'est la date à laquelle les forces armées gouvernementales rwandaises, celles qui conduisent le génocide, sont en train de perdre pied face au FPR. Évidemment, elles sont tellement occupées à massacrer la population qu'elles ont du mal à aller se battre contre les soldats du FPR. C'est à ce moment-là que la France décide de l'opération turquoise. Elle envoie ses meilleures unités de combat, appuyées par des avions de chasse, pour une opération humanitaire. Je suis capitaine dans la force d'action rapide, je pars avec une unité de combat de la Légion étrangère. Nous débarquons au milieu des forces gouvernementales. C'est exactement comme si en 1944, le corps expéditionnaire français avait débarqué au milieu des nazis. Et qu'il les avait vus commettre Oradour-sur-Glane tous les jours et qu'il leur avait dit « Est-ce que vous avez besoin de munitions ?» Car en réalité, quand nous avons débarqué, notre ennemi, c'était le FPR. Dans un premier temps, nous
nous avons reçu l'ordre de remettre en place le gouvernement de Kigali. Plutôt, nous avons reçu l'ordre de mener un raid jusqu'à la capitale pour s'en emparer. J'imagine bien que ça n'était pas pour créer une radio libre. Nous n'avons pas mené cette opération pour des raisons qui me sont totalement inconnues et qui, à mon avis, sont liées à la difficulté que nous avons eue de nous projeter tout simplement à Goma. Ce qui est sûr, c'est que dans les jours suivants, cette mission a été transformée en stoppée par la force les soldats du FPR. J'ai reçu l'ordre d'aller stopper par des combats, par des bombardements que je devais guider, les soldats du FPR qui allaient enfin balayer les génocidaires. C'est à l'est de la forêt Nyungwe, c'est l'aube du 1er juillet. Les avions de chasse sont en vol, ce sont des Jaguars. Nous décollons dans des hélicoptères pour aller rejoindre nos sites de guidage. Les légionnaires sont prêts à aller se battre contre le FPR. Pour ne rien vous cacher, ils sont fiers, car ils savent qu'en face, ce sont des vrais soldats. L'opération est annulée au moment où nous décollons. L'opération est annulée par l'Élysée même. Car en réalité, l'Élysée vient de gérer le drame de Bicécéro. Je reviens 3 jours en arrière, le 27 juin. Les camarades des forces spéciales patrouillent dans les collines de Bicécéro. On leur a dit de chercher l'avant-garde du FPR. Et ce ne sont pas des soldats en armes qu'ils trouvent. Ce sont des survivants, des morts vivants, qui viennent leur implorer du secours. Ils promettent de revenir. Ils ne comprennent pas, c'est pas du tout ce qu'on leur a raconté. Ils voient même les soldats des forces gouvernementales qui sont là, qui essayent de les chasser. Ils sont avec les gendarmes et avec les miliciens. Ce sont les mêmes, ils ont juste enlevé ou remis une casquette. Ceux que nous venons soutenir sont en train de massacrer sous nos yeux les Tutsis. Alors mes camarades retournent à leur base pour organiser une mission de secours. Et ils reçoivent l'ordre de ne pas y retourner. Parce que ce n'est pas leur mission. Leur mission, c'est de stopper le FPR. Mes camarades sont excellés. Ce sont des hommes comme moi. Et ils décident, le 30 juin, de désobéir sans le dire. Ils décident de se perdre. L'homme qui se perd, c'est Olivier. C'est un des meilleurs spécialistes de l'armée française en orientation. Et il se perd pour retourner à Bicécéro. Et cette fois, il a emmené avec lui suffisamment de journalistes pour être sûr qu'il sera impossible de masquer plus longtemps le drame des rescapés de Bicécéro. Et le commandement français est obligé le 30 juin d'organiser enfin une mission de secours pour les rescapés des collines de Bicécéro. Entre-temps, en 3 jours, les 2/3 ont été décimés. Et c'est pour cela que l'unité de combat dans laquelle je suis intégré a été mobilisée pour reprendre la mission des forces spéciales. Parce que notre mission, c'est de stopper le FPR. Et si elle est stoppée au dernier moment, c'est uniquement parce qu'à l'Élysée, on se rend compte qu'il sera impossible d'expliquer aux médias internationaux qu'après avoir abandonné les rescapés de Bicécéro, nous allons combattre les soldats qui s'opposent aux génocidaires. Tout ça sous un mandat humanitaire. Alors l'Élysée renonce. Elle renonce d'une main. Et c'est vrai qu'à partir du 1er juillet, nous allons conduire des opérations humanitaires dans la zone turquoise, un petit 5e sud-ouest du Rwanda, qui va être intégralement protégé par l'armée française. Et dans cette zone, ma compagnie va recevoir l'ordre de protéger le camp de Nyarushishi, presque 10 000 rescapés. Pas une mouche ne pourra rentrer sans l'autorisation de la Légion étrangère. Nous allons mener, avec une petite équipe, des opérations d'extraction pour sauver quelques dizaines de rescapés, d'une main. Parce que quand nous les sauvons, c'est dans la zone humanitaire sûre, cette zone protégée par l'armée française. Cette zone qui, en réalité, ne protège que les génocidaires. Car sans cette zone, les forces génocidaires auraient été balayées par le FPR. Et nous allons protéger leur fuite. Nous allons les voir passer avec armes et bagages, tout ce qu'ils ont pillé à Kigali. Nous allons même voir passer la radio 1000 collines. Et quand le gouvernement intérimaire, ou plutôt je devrais dire le gouvernement génocidaire, vient se réfugier dans la zone turquoise,
mes camarades veulent les arrêter. Mais ils reçoivent un ordre impératif de l'Élysée. Vous devez les escorter poliment jusqu'à la frontière du Zaïre. Alors, vous auriez pu nous arrêter là. C'était déjà tellement. Et en plus, nous leur avons livré des armes. Oui, j'ai assisté à une livraison d'armes. Aujourd'hui, c'est facile d'expliquer que je raconte des histoires. Le problème, c'est que moi, j'y étais, et pas ceux qui m'expliquent que cette livraison n'a jamais existé. J'ai vu un convoi d'armes partir vers le Zaïre. Et entre-temps, d'autres personnes ont témoigné que ces armes étaient débarquées sur l'aéroport de Goma, qui était la base de l'opération turquoise, dans laquelle aucun avion, aucun carton ne pouvait être débarqué sans l'autorisation du chef d'état-major des armées. Nous leur livrons des armes. Je suis consterné. La seule explication qu'on me donne, c'est qu'il ne faut pas retourner les forces gouvernementales contre nous. Mais pourtant, à cette époque, nous savons tout du génocide. Ce sont eux qui nous l'ont raconté. Ils se sont vantés des massacres qu'ils ont commis. Ils ont du sang jusqu'au cou. Alors mes camarades hésitent. Et ils obéissent aux ordres et aux directives qui sont données par l'Élysée. La réalité de l'opération turquoise, c'est qu'évidemment, il y a eu d'une main une opération humanitaire, et que de l'autre, nous n'avons jamais fait ce que nous avons dit. Je reviens choqué. Je n'ai pas beaucoup de temps pour y penser, car en réalité, nous devons déjà repartir pour une autre opération. Sarajevo. Sarajevo. Et encore une fois, à cause des mêmes décideurs politiques, nous intervenons officiellement pour protéger la capitale de Bosnie-Herzégovine, qui est assiégée depuis 3 ans. Et en réalité, nous avons un ordre secret implacable qui vient de l'Élysée. En aucun cas, nous devons nous en prendre aux Serbes, qui sont les assiégeants, parce que ce sont nos amis. Encore une fois, nous allons afficher une politique et nous allons protéger les agresseurs, parce que ce sont nos amis, comme au Rwanda. Alors nous allons prolonger le martyre de la ville. Nous allons même recevoir l'ordre de laisser tuer des légionnaires plutôt que de s'en prendre aux Serbes. Et nous allons assister, impuissants, au massacre de Srebrenica. Un légionnaire était avec moi à Rwanda et m'a dit « Combien de fois est-ce que nous allons laisser cela se reproduire ?» Car c'est bien une reproduction à l'identique de ce que nous venions de vivre au Rwanda. J'essaye d'en parler lorsque je rentre en métropole au sein de l'armée de terre. On ne m'en a jamais empêché. Dans l'armée, la parole est libre, à condition qu'elle ne soit jamais exportée, qu'il n'y ait aucun écrit. Et puis, Patrick de Saint-Exupéry écrit ses premiers articles pour interroger sur le rôle de la France pendant le génocide, pendant l'opération turquoise. Alors, contraint et forcé, le gouvernement Jospin crée une mission parlementaire d'information, présidée par Paul Quilles. Et je demande naïvement à être auditionné par cette commission pour leur dire ce que j'ai fait. Évidemment, je reçois un ordre strict de me conformer à l'obligation de réserve. Concrètement, cela veut dire que c'est le ministre de la Défense qui seul décide de qui peut être auditionné par les députés et de ce que nous avons le droit de leur dire. Curieuse conception de la démocratie, mais je m'y plie. Je suis déjà inquiet du rôle réel de cette mission parlementaire d'information. Je me tais, je garde ce sujet en moi. Je n'arrive même pas à suivre les travaux de la MIP, tellement je suis effaré de voir que nous n'arriverons pas à faire émerger la réalité. Or, je parle régulièrement avec des rescapés, mais pour eux, il est impossible d'évoquer le génocide. Ils ne m'ont jamais demandé de témoigner. 2005. Je quitte l'armée de terre, non pas parce que je suis en conflit sur un quelconque sujet, je quitte parce que j'ai envie de faire autre chose. En 2005, je suis lieutenant-colonel. J'ai ce sujet au fond de ma poche, ou plutôt auprès du cœur.
Je veux témoigner de ce que j'ai vu, moi, comme officier sur le terrain. Et je vais inviter 2 grands reporters d'un très grand journal français. Et les 2 fois, ces reporters vont me dire, mais ton témoignage est connu, il ne présente aucun intérêt. Alors je remets mon mouchoir au fond de ma poche, et je me dis, je suis arrivé trop tard. Tant pis. Je l'écris simplement dans un petit roman. Voilà, pour pouvoir simplement sortir ce que j'ai vu au Rwanda. Ce roman n'échappe pas à la curiosité d'un ami qui est secrétaire général de la Fondation Jean Jaurès. La Fondation Jean Jaurès, c'est le think tank du Parti socialiste. Il m'invite à un colloque organisé début 2014 pour préparer les 20e commémorations. Il y a une quarantaine de personnes, plus érudites les unes que les autres, qui racontent en quoi est-ce que la France n'a aucun lien avec le génocide des Tutsis. Et puis, mon ami Gérard Fuchs dit, j'ai invité Guillaume, lui, il n'a pas de théorie sur le Rwanda, il y était. Et je raconte à l'Assemblée ce que j'ai fait au Rwanda, ce que je vous ai dit, comment nous sommes intervenus pour essayer de remettre au pouvoir le gouvernement génocidaire, comment nous avons protégé leur fuite, et comment finalement nous leur avons livré des armes dans des camps de réfugiés. Et je vois aux 40 mâchoires qui se décrochent autour de la table que mon témoignage pose problème. Je le vois surtout quand le président de la mission parlementaire d'information, Paul Kiles, qui préside de fait ce colloque, se lève et me dit « Jeune homme, je ne suis plus très jeune, jeune homme, je vous demande de ne pas témoigner publiquement sur ce sujet, car sorti de son contexte, vous pourriez faire douter les Français de ce qui s'est passé au Rwanda. » Je rencontre cette culture du silence bien au-delà du milieu militaire. Et la première qualité d'un officier, c'est de savoir dire non. Alors je lui dis non. Je vais témoigner chez France Culture. Les réactions sont immédiates. Je ne ferai pas le détail ce soir des insultes, des injures et des menaces, ce serait un peu long et finalement pas très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est la réaction d'un de ces responsables politiques français de premier plan, Hubert Védrine, ancien secrétaire général de l'Élysée, l'homme sans qui rien ne pouvait être appliqué en sortant du palais de la présidence. Hubert Védrine se précipite devant la commission de la défense nationale de l'Assemblée nationale. Et il vient dire à nos députés, ne vous inquiétez pas, le capitaine Ancel, je suis lieutenant-colonel, mais ça n'a pas d'importance, le capitaine Ancel a été démenti par ses chefs. Vous voyez dans son esprit, la vérité c'est une question de hiérarchie. Nous voilà rassurés. Et puis, un député qui lui dit, mais quand même, il a assisté à une livraison d'armes au Rwanda pendant le génocide. C'est troublant, non? Alors Hubert Védrine s'emporte. Il perd un peu de sa superbe. Et il leur dit, allons, vous n'allez pas prendre l'air outragé. Bien sûr que nous avons livré des armes. C'est la continuation de la politique de la France. Mais ça n'a pas de rapport avec le génocide. Car Hubert Védrine a inventé des armes qui n'ont pas de rapport avec les crimes. Sans doute des armes humanitaires. Je continue à témoigner, pour être sûr que mon témoignage soit bien entendu. En fait, je témoigne plus d'une centaine de fois. Et puis en 2015, je reçois un message d'un très grand service de l'État. Le jour où tu ne seras plus assez présent dans les médias, ce serait dommage que tu te fasses écraser sur un passage piéton. D'abord, je pense à ne plus traverser la rue, mais c'est compliqué quand on habite dans le centre de Paris. Et puis, je réalise que dans cette menace, il y a aussi une information cruciale. Les témoignages sont oraux. Alors, il me faut l'écrire. J'écris intégralement mon témoignage avec l'aide de Stéphane Audouin-Rousseau, un grand professeur d'histoire, et avec l'aide des belles lettres. Je publie Rwanda, la fin du silence, exactement il y a 1 an. Juste pour que cette culture du silence s'arrête, pour que le silence de mes camarades ne se transforme pas en amnésie. Ce livre constitue une brèche
brèche dans cette politique du déni, une brèche dans cette nappe de plomb qui avait été coulée sur le sujet comme si on pouvait recouvrir un génocide. Alors les associations, les journalistes, les chercheurs, les historiens, les juristes, les avocats, les artistes se mobilisent pour que ce débat ait enfin lieu en France. Nous devons savoir ce qu'il s'est passé. Et pendant que nous occupons cet espace médiatique, culturel, sociétal, Stéphane Audouin-Rousseau va à l'Élysée, parce que c'est une nouvelle génération de dirigeants qui est là. Et il arrive à les convaincre qu'enfin, il faut sortir de cette impasse, ou plutôt de ce gouffre sombre. Et le président de la République, Emmanuel Macron, annonce il y a 2 jours que désormais le 7 avril sera une journée de commémoration, qu'une commission d'historiens sera mise en place, qu'elle aura accès, nous l'espérons, aux archives qui n'auront pas été détruites, et que peut-être nous pourrons progresser sur ce chemin de la vérité, qui est une aventure sans fin. Et c'est celle que nous devons à la génération de nos enfants, car ils ont besoin de connaître et ils ont besoin de progresser. Au fond, tout ceci est une question de mémoire et de dignité, parce que reconnaître la vérité, c'est nous permettre d'honorer dignement la mémoire du million de victimes que nous n'avons pas su empêcher.